otages congolais libérés, 34 terroristes ADF capturés. C'est les bilans des opérations conjointes des FARDC et l'UPDF, 11 jours après le lancement. Jean-Hervé Mbelou, c'est le nouveau directeur général de l'ANER. Il a été nommé sur ordonnance présidentielle datée du 7 décembre qui a été rendue publique ce vendredi. Et sur le continent, Lassina Zerbo a été nommé premier ministre de la République du Burkina Faso ce vendredi, ce quelques heures après la démission de son prédécesseur. Et en sport, football, le championnat de la Vodacom Première Ligue se poursuit ce samedi avec les derbys louchois. Loupopo reçoit Mazembe au stade des Martyrs, un match délocalisé pour insécurité à Lubumbashi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les FARDC et l'UPDF ont communiqué sur les bilans préliminaires des frappes aériennes et des artilleries du 30 novembre. Selon les deux forces, cette offensive a fait libérer 31 otages congolais. 34 terroristes ADF ont été capturés et 4 bivouacs ennemis détruits. Communiqué de presse. Les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF portent à la connaissance du public que depuis le lancement des opérations contre le terroriste ADF et leurs forces supplétives locales, la situation sécuritaire demeure calme sur le théâtre. En plus des opérations préliminaires en cours, les deux forces engagées se livrent présentement aux travaux de construction et de réhabilitation des routes pour faciliter et sécuriser davantage le mouvement des militaires et le déplacement de la population civile, particulièrement sur les axes Mbao-Kamango et Nobili-Kamango, Semuliki-Beni. En outre, en vue de fidéliser la population et combattre la propagande nocive distillée par les ADF et leurs alliés, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et installé des centres médicaux à Mukakati et Kakibombo dans le cadre des actions civilo-militaires qui portent déjà des fruits. Enfin, les deux forces portent à la connaissance du public que le bilan préliminaire des frappes aériennes et de l'artillerie du 30 novembre 2021 fait état de 31 otages congolais libérés, 34 terroristes ADF capturés et 4 bivouacs ennemis détruits. L'UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que dans la conduite des opérations, les unités respectent les droits de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Fait à Kinshasa le 10 décembre 2021, Kasonga Chibangu Léon Richard, général-major, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Flavia Biekwaso, PSC, général de brigade, défense, spokesperson. La tradition a été respectée. Le chef de l'État a présidé ce vendredi la 32e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'opérationnaliser les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Je vous propose de suivre un extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil la nécessité de rendre opérationnel le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Cet outil, conçu pour matérialiser sa vision d'accompagnement du génie des créativités de jeunes entrepreneurs congolais, œuvrant dans les secteurs informels et ne disposant pas de moyens financiers. C'est ainsi qu'il a chargé les ministres de l'entrepreneuriat et celui des finances de travailler urgemment pour doter cette structure, pourvue d'animateurs depuis le mois de mai 2021, des ressources nécessaires à la réalisation de son objet social. Un rapport irrélatif devra être présenté au Conseil de ministres. Au chapitre de points d'information du Conseil de ministres de ce jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a fait le point sur l'état du territoire national qui demeure généralement calme en dépit d'un cas d'insécurité enregistré dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège.
L'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la tenue à Kinshasa de la 7e édition du Forum économique dénommé Makutano et de la conférence régionale de femmes sur la paix et la sécurité. Et puis je l'ai dit au sommaire, Jean-Hervé Mbelou Biocha est nommé administrateur, directeur général de l'Agence nationale des renseignements, ANER. L'ordonnance présidentielle datée du 7 décembre a été rendue publique ce vendredi 10 décembre à la télévision publique, la RTNC. Professeur d'université, Jean-Hervé Mbelou remplace Justin Inzoum. Il était l'adjoint. Le nouveau patron des services des renseignements a fait sa carrière au sein des services de sécurité de la RDC depuis plusieurs années, renseigne la cellule de communication présidentielle. Et puis le Sénat a adopté en séance plénière ce jeudi deux lois financières du gouvernement. Il s'agit de la loi des redditions de comptes exercice 2020 et les collectifs budgétaires 2021 renvoyés directement à la commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. C'est après la réponse du ministre des Finances Nicolas Kazadi aux préoccupations des sénateurs, préoccupations lui adressées et à lui et à son collègue du budget, Aimé Boji, expliquant les raisons de la problématique du dépassement budgétaire qui défraie la chronique. Nicolas Kazadi a indiqué que cette situation est tributaire à la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans la même optique, il a évoqué les imprévus, la masse salariale, la Covid-19, ainsi que les impératifs sécuritaires. Le ministre des Finances a salué l'engagement du Sénat à travers sa commission ECOFIN afin d'aider le gouvernement dans la maximisation des recettes. Un professeur d'économie, Modeste Batulukebo, a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils au gouvernement afin d'améliorer sa gestion des recettes et dépenses publiques. Au nom de son collègue du budget empêché, Nicolas Kazadi a évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse des péréquations et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Les difficultés, d'après lui, sont liées au non-achèvement du processus de la décentralisation. Ici, le gouvernement a sollicité et obtenu du Sénat l'organisation d'un cadre approprié pour discuter et approfondir ces deux questions sur les entités territoriales décentralisées. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le speaker du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le rapport qu'a pris l'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale, alors qu'il a été déposé depuis le mois de septembre dernier par le gouvernement Samalou Kondé. La Constitution prévoit 40 jours pour son examen à la Chambre basse et 20 jours au Sénat. Visiblement, pas de vacances parlementaires pour les élus des élus. Et puis des arrestations au ministère de l'Environnement. Il s'agit des arrestations justement au cabinet de la vice-première ministre, des directeurs de cabinet adjoints, une conseillère en matière forestière et les secrétaires généraux. Ils sont aux arrêts pour faux en écriture, abus de confiance en imitant la signature de la ministre dans l'octroi de l'autorisation de possession et des concessions forestières. L'information est confirmée par un communiqué officiel du cabinet de la ministre via son compte Twitter. Et puis les élections libres, transparentes, impartiales et apaisées en République démocratique du Congo sont intimement liées à l'impératif d'une CENI neutre et dépolitisée. Ce sont là les mots de Martin Fayulu dans un communiqué adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa, annonçant les sit-ins de la coalition Lamuka devant le siège national de la CENI. Ce lundi 13 décembre 2021, Martin Fayulu qui compte aller jusqu'au bout de son combat pour une CENI dépolitisée. Et pendant ce temps, le partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées a mis fin à la formation initiale du programme des Nations Unies pour la promotion des personnes handicapées hier vendredi au centre culturel Boboto à Kinshasa. Cet atelier a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les droits des personnes vivant avec handicap.
Cette formation initiale a axé sur le renforcement de capacités des personnes vivant avec handicap. Elle a permis aux participants d'acquérir des connaissances de base sur la manière de mettre concrètement en œuvre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à comprendre la théorie du changement de l'UNPRPD. Les recommandations formulées vont permettre d'appuyer l'intégration des personnes handicapées dans la société en portant une attention particulière à l'évolution des politiques et des systèmes publics. Pour renforcer leur connaissance sur leurs droits, pour qu'ils sachent les défendre eux-mêmes. Je doute que nous soyons tous capables de nous engager individuellement pour la défense de leurs droits, mais eux, unis, ils peuvent être capables de faire un bloc, de faire un front pour exiger aux législateurs d'adopter des mesures législatives appropriées et au gouvernement des actions concrètes qui puissent les mettre dans une situation de plein exercice de leurs droits, de pleine reconnaissance et de valorisation de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir-être aussi. Les participants reconnaissent que cette formation détermine une approche du handicap basée sur les droits tels que détaillés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, et ses directives associées. C'est 5 jours de formation sur le renforcement des connaissances sur ce qui concerne la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes avec handicap. Alors, il y a certains droits qui étaient ignorés. Nous venons vraiment de les connaître. C'est dans une ambiance totale que cette formation initiale s'est clôturée par la remise des brevets de participation et une photo de famille. Et puis l'atelier de réflexion sur les enjeux liés à l'indépendance et à l'autonomie de la société civile organisé au ministère de l'Intérieur s'est clôturé ce vendredi. Cette table ronde des acteurs de la société civile a formulé des recommandations et stratégies d'amélioration des gouvernances dans les secteurs électoraux, des droits de l'homme, des ressources naturelles et du développement en général. Les réflexions et débats à cette table ronde de 2 jours ont tourné sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la société civile en matière de son indépendance et de son autonomie. Face aux enjeux électoraux à venir, la CENI s'engage à reconstruire la confiance du processus électoral et en assurer sa gouvernance. La gouvernance électorale signifie revoir en fait l'image de la CENI, mettre les élections au centre de notre action, mais mettre aussi l'homme au centre de l'action. Valoriser l'administration électorale en la rendant efficace, en la motivant sur le plan social. Ça, c'est pratiquement ce qui est au centre de la vision du président Denis Kadima dans le processus électoral qu'il voudrait conduire. S'agissant des recommandations formulées, la synergie des organisations de la société civile appelle à la responsabilité de tous les acteurs impliqués au processus électoral. Créer un fonds de la société civile pour éviter la dépendance financière. Les acteurs des organisations de la société civile exigent à l'État congolais de procéder à une gouvernance ouverte qui rende accessible l'information à tous les citoyens. Mettre en place des mécanismes favorisant la participation citoyenne dans la gestion de la res publica. Définir un partenariat local avec la société civile. Mettre à la disposition des organisations de la société civile les fonds destinés à la société civile selon l'article 37 de la Constitution, pour autant créer des intrus au sein de la société civile. D'accélérer les opérations d'identification de la population. Doter la population de sa carte d'identité pour citoyens. De travailler en synergie avec la CENI et d'autres organismes intéressés. La table ronde levée, l'accent sera désormais consacré à la capitalisation des actions communes de la société civile dans sa diversité afin d'assurer le développement durable à l'issue des élections apaisées. La ville de Bukavu, dans le sud Kivu, était en ébullition ce vendredi. Les journalistes de cette province réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo ont manifesté pour exiger qu'une audience en flagrance et en chambre foraine soit tenue à l'Assemblée provinciale pour que les policiers auteurs des actes barbares orchestrés à l'encontre des chevaliers de la plume soient punis conformément à la loi, a indiqué Darius Kitoka, président sectionnaire de l'UNPC.
C'est une impressionnante mobilisation. À l'appel de l'Union nationale de la presse du Congo, section Sud Kivu, les journalistes venus des différentes chaînes de la ville, auxquelles se sont joints les organisations de défense des droits de l'homme, tous de noirs vêtus, en signe de deuil, sont descendus dans la rue pour dire non à ce qu'ils qualifient de barbarie policière à l'encontre des journalistes. Le 2 décembre, lors d'une plénière émaillée de plusieurs irrégularités, 9 journalistes ont été victimes de coups et blessures de la part des éléments de la police. Le travail des journalistes n'est pas un crime. Nous ne méritons pas la barbarie, nous ne méritons pas d'être fouettés. Et pour nous, descendre dans la rue aujourd'hui, c'est pour faire passer ce message, dire à nos autorités, les éléments de l'ordre, que nous ne sommes pas des ennemis. Au gouvernorat de province, un mémorandum a été lu et déposé des mains du gouverneur par intérim. Le fait de s'attaquer aux journalistes en plein exercice de leur travail étant un acte de grave cruauté, les signataires exigent des enquêtes indépendantes afin que soient punis les auteurs matériels et intellectuels de ces violations conformément à la loi. Exigent des garanties de non-répétition à travers la tenue d'une audience en flagrance et en chambre foraine. Parti de l'hôtel de poste jusqu'au gouvernorat de province, c'est plus ou moins 2 kilomètres parcourus à pied. Au cours de cette marche, les journalistes ont tenu à démontrer leur solidarité et demander aux autorités à tous les niveaux de garantir la sécurité de ces derniers. Direction le Burkina Faso, quelques heures après la démission de son prédécesseur, Lassina Zerbo a été nommé Premier ministre ce vendredi par le président Roch Marc Christian Kaboré. Lassina Zerbo est chargé de former la nouvelle équipe gouvernementale. Dans un bref délai, le nouveau chef du gouvernement burkinabé fut secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires depuis le 1er août 2013. Selon la constitution du Burkina Faso, la démission du Premier ministre entraîne automatiquement la chute de tous les membres du gouvernement. Et puis on va parler sport avec le football, ensuite du championnat de la Vodacom Première Ligue ce week-end avec 2 derbys, Kinois et Louchoa. D'abord cet après-midi, Lupopo va jouer face au tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs, un match délocalisé pour raison d'insécurité à Lubumbashi. Et demain, toujours sur cette même pelouse, le Daring Club Motema Pembe va en découdre avec les FC Renaissance du Congo. Ils vont s'affronter loin de leur fief. Cheminots et Corbeaux de Lubumbashi vont tout donner ce samedi sous la chaleur du stade de Martyrs de la Pentecôte pour créer la différence après le derby raté du mois de septembre dernier pour des raisons sécuritaires. Arcel Zola de la tête. Après leur dernière rencontre au stade de la Kenya, soldée sur le score d'un but partout, Mazembe et Lupopo chercheront certainement à remporter les duels de ce samedi pour essayer de prendre la première place du classement, jusqu'à-là dominée par l'association sportive V-Club. Et le but. En revers de la médaille, Franck Dumas et Christian Braconi, respectivement coach de Mazembe et de Lupopo, vont goûter à la sauce du derby alléchant de Lubumbashi, délocalisé à Kinshasa. Vous connaissez les derbys. Qu'est-ce qu'on met dans un derby? L'intensité, les duels, la volonté. Voilà. J'ai pas besoin de rajouter des choses et des choses et des choses et des choses. Moi, j'ai jamais vécu un derby congolais, mais les joueurs l'ont vécu souvent. On en a parlé, on a discuté, et je les sens naturellement très impliqués et très motivés. Donc j'ai pas besoin de rajouter. Moi, ma touche personnelle, c'est la stratégie. C'est pas, ça va pas être le fait de les booster. Ils sont bien boostés déjà. Derby, c'est pas uniquement un match de football, c'est tout ce qui est autour. Et ce qui est autour fait en sorte donne l'essence même du derby, c'est-à-dire que les fanatiques des deux clubs, tout ce qui peut se passer quelques jours avant, quelques heures avant le match, dans la ville, cet affrontement qui doit rester sportif entre les deux équipes, mais également entre les deux publics, fait que ça donne une saveur particulière. Et le fait de délocaliser le match, automatiquement, ça perd un peu de sa superbe. Maintenant, pour des raisons évidentes, il était important de le jouer ici. Et nous, en tous les cas, on est pénalisé obligatoirement parce qu'on a un public qui est tellement fantastique, on l'a encore vu la semaine dernière, qu'on aurait eu vraiment besoin de son soutien. Mais après, il y a aussi la raison qui prend le pas sur la passion.
Ce match étant délocalisé, il faut jouer tout simplement ici, sans notre public. Ça, pour moi, c'est un vrai manque. 24 heures après, soit le dimanche 12 décembre, le même stade de Martyrs va vibrer au rythme du derby fratricide de Kinshasa entre le Football Club Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe. Les Immaculés vont jouer cette rencontre aux allures d'une revanche après avoir chuté la saison dernière face au club orange de Kinshasa. Sur papier, DCMP part favori et semble avoir le moral au zénith avant d'affronter son éternel rival après sa victoire de 2-1 face à l'AS Dauphin Noir de Goma. Du côté de la Renaissance du Congo, l'on affûte les armes en silence avant de s'élancer dans cette bataille historique. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. 31 otages congolais libérés et 34 terroristes ADF capturés. C'est le bilan des opérations conjointes des FARDC et l'UPDF 11 jours après lancement. Jean-Hervé Mbelou-Biocha, c'est le nouveau directeur général de l'Agence nationale des renseignements. Il a été nommé sur ordonnance présidentielle du 7 décembre dernier, rendu public ce vendredi à la chaîne nationale. Sur les continents, Lassina Zerbo a été nommé Premier ministre de la République du Burkina Faso ce vendredi. Il est chargé de former la nouvelle équipe gouvernementale dans un très bref délai, 2 jours après la démission de son prédécesseur. Et en sport football, suite du championnat de la Vodacom Première Ligue ce week-end avec les derbys Kinois et Louchois au stade des Martyrs. Déjà cet après-midi, Lupopo reçoit Mazembe, un match délocalisé pour des raisons sécuritaires. Merci de nous avoir suivis. De partout, l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.